Cette voix reconnaissable entre mille, c'est bien sûr celle de Céline Dion, l'une des plus grandes voix de l'histoire. 260 millions d'albums vendus dans le monde et autant de rumeurs qui l'entourent. Comme sa relation avec l'homme qu'il a découverte à l'âge de 12 ans, un homme divorcé de 26 ans son aîné, avec lequel elle se mariera. Et les rumeurs sur sa vie amoureuse après la disparition de son mari, lorsqu'on la voit aux côtés d'un homme de 16 ans de moins qu'elle. Ou encore les spéculations sur sa vie privée lorsqu'elle apparaît très amaigrie. Elle est anorexique ou quoi? Elle essaye de plaire à son petit ami? La star est souvent la cible de commentaires haineux, mais derrière toutes ces rumeurs se cache un secret qu'elle garde pour elle depuis 17 ans. Quelle vérité se cache derrière ses vêtements de marque et ses tenues flamboyantes? Plongeons dans la vie de Céline Dion. La pauvreté. Il y a 58 ans, au Québec, un couple accueille son 14e enfant. Dans cette famille aux moyens très limités, il est impossible pour la petite dernière, Céline, d'avoir des vêtements neufs. Sa mère accommode tous ses vêtements, collants, pulls, manteaux, moufles. Elle récupère aussi ceux de ses 13 frères et sœurs, et dans cette famille où l'argent manque souvent, il arrive aux parents de devoir sauter le dîner. Malgré les difficultés financières, les parents de Céline travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille. Lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture, ils ne disent jamais rien à leurs enfants. À la place, ils utilisent des ingrédients simples comme des pommes de terre et des légumes pour cuisiner de vrais plats, afin que leurs enfants ne ressentent jamais la pauvreté. Pour gagner leur vie, ils tiennent un petit piano-bar où les 14 frères et sœurs chantent tous ensemble. Ce piano-bar devient la toute première scène de Céline, le lieu où elle commence à nourrir son rêve. Lorsque Céline a 12 ans, elle écrit avec sa mère la chanson qui va transformer son rêve en réalité. La chanson s'appelle « Ce n'était qu'un rêve ». L'un des frères de Céline découvre le nom de René Angélil au dos d'un album de la chanteuse canadienne Ginette Renault. Il lui envoie alors l'enregistrement de Céline. René Angélil va complètement changer la vie de la petite Céline. Un homme de 26 ans son aîné. René Angélil a abandonné son rêve de chanteur pour devenir agent artistique. Dans les années 1960, il monte sur scène avec le groupe pop Les Baronettes. Mais il ne connaît jamais le succès et finit par changer de voie en créant une société de management avec son meilleur ami. À cette époque, il a déjà été marié 2 fois et est père de 3 enfants. Avec sa première épouse, Denise Duquette, il est resté marié pendant 6 ans. Et avec sa deuxième femme, la chanteuse Anne Renée, il a partagé 12 années de mariage. De ces unions sont nés ses fils Patrick et Jean-Pierre, ainsi que sa fille Anne-Marie. Lorsqu'il écoute la cassette envoyée par le frère de Céline Dion, il tombe sous le charme de cette voix, au point d'en avoir les larmes aux yeux. Il décide d'inviter lui-même Céline, alors âgée de 12 ans, à une audition. Céline racontera que René a pleuré pendant toute sa prestation. Elle dit « À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait du bon travail. » À cette époque, René est déjà le manager de plusieurs chanteurs, mais il ressent dans la voix de Céline quelque chose d'unique, qui peut faire d'elle une immense star. Il propose d'être son manager, mais lorsqu'il commence à préparer son premier album, il doit faire face à une première difficulté, l'argent. Convaincu du potentiel de la jeune fille, René va jusqu'à hypothéquer sa propre maison pour financer le premier enregistrement de Céline. The voice that comes to me, it sounds to me like the voice of coming from God. Such a great voice that I played my last chip. And my last chips was my house. L'album qu'il produit alors a pour titre La Voix du bon Dieu, et c'est un immense succès. Voici d'ailleurs un extrait d'un des titres de l'album, interprété par Céline avec ses 13 frères et sœurs. À 14 ans, en 1982, Céline attire l'attention du monde musical en remportant la première place au concours de chansons Yamaha Music Festival au Japon. À 15 ans, elle devient disque d'or en France et est la première Canadienne à réaliser cet exploit. À 16 ans, elle chante même devant le pape Jean-Paul II, preuve que son talent est déjà reconnu. Alors qu'elle connaît une ascension fulgurante, Céline développe en secret des sentiments pour un homme. Cet homme a 26 ans de plus qu'elle et c'est son propre manager, René. Leur relation n'a pas commencé par une histoire d'amour. Pendant 7 longues années, René dirige la carrière de Céline en tant que manager et reste auprès d'elle comme une figure presque paternelle. Il lui apprend à jouer aux cartes et prend soin d'elle comme il le ferait avec ses propres enfants. Puis, vers ses 17 ans, Céline remarque que ses sentiments envers René commencent peu à peu à changer, comme elle le révélera plus tard. Je pense que c'est vers mes 17 ou 18 ans que mes sentiments pour lui ont commencé à évoluer. J'ai commencé à le voir autrement. Cet homme qui a consacré sa vie à guider sa carrière et qui, en dehors de la scène, est plus protecteur que n'importe qui. L'affection qu'ils se portaient l'un l'autre s'est transformée en amour. You met though, you were much, she was like a baby. How old was she when she was 12 years old. You didn't fall in love then? Don't start a story, they're gonna write that. When did you realize you were in love? Divorced when she was about 17, 1985. Ils commencent officiellement leur relation l'année où Céline fête ses 19 ans. Mais en réalité, leurs sentiments existent depuis déjà longtemps. À cause de leurs 26 ans d'écart, ils doivent cacher leur relation aux yeux du public, et pour protéger la carrière de Céline, ils vivent leur amour dans le secret. Un homme de 26 ans son aîné, et cerise sur le gâteau, divorcé 2 fois. Il aurait de quoi s'inquiéter pour la mère de Céline. Au début, elle s'oppose violemment à cette relation,
avant que sa colère ne laisse place aux conseils et aux avertissements. « Tu es ma fille, mon bébé, et je voulais t'offrir le prince charmant parfait. » Elle essaye ainsi de la convaincre de renoncer. Mais avec le temps, toute la famille finit par ouvrir son cœur à René. Même sa mère accepte finalement leur relation. Céline affirmera plus tard qu'elle comprend ce qu'a ressenti sa mère, car si son propre fils venait un jour lui annoncer qu'il voulait épouser une femme beaucoup plus âgée que lui, elle aurait du mal à l'accepter. Après avoir remporté un concours de chant en 1988, Céline passe la nuit avec René. Elle se jette dans ses bras. Cette nuit-là, tard dans la soirée, assise au bord du lit, les jambes repliées sous les couvertures, elle est simplement heureuse d'être seule avec l'homme qu'elle aime. Ils se fiancent en 1991, mais leur relation reste toujours secrète. Puis, en 1993, dans les remerciements de son album The Color of My Love, Céline révèle au monde entier sa romance avec son manager. Leur amour est devenu trop grand pour continuer à le garder uniquement dans son cœur. Elle a peur de la réaction du public, mais explique que lorsque l'on tombe amoureux, il est naturel de vouloir le partager avec le monde. Ils annoncent alors officiellement leur relation. En 1994, ils se marient à la basilique Notre-Dame de Montréal. Lors de cette cérémonie retransmise dans tout le Canada, Céline porte une tiare recouverte de 2000 cristaux Swarovski. Le bijou pèse tellement lourd qu'elle devra prendre des antidouleurs pendant des semaines. Un homme avec des enfants qui se marie pour la 3e fois, et une énorme différence d'âge. Tout semblait écrit pour qu'aucun répit ne soit laissé au couple. Pourtant, pendant 22 ans, Céline et René prouveront au monde entier à quel point l'amour peut être solide et exceptionnel. 200 millions d'albums. C'est grâce à la maison hypothéquée par René que la carrière de Céline commence, et elle ne déçoit pas ses attentes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. En 1988, alors qu'elle a 20 ans, Céline participe à l'Eurovision et remporte la victoire pour la Suisse. Avec la chanson « Ne partez pas sans moi », Céline reçoit l'attention du monde entier. Avant même de remporter le concours, elle est déjà reconnue dans le monde entier pour ses chansons en français. À l'âge de 19 ans, elle a déjà sorti 8 albums en français et possède une carrière de 10 ans. Mais en tant qu'artiste franco-canadienne, sa carrière est limitée par la langue française. And to be able to sing all my life. Alors qu'elle a 18 ans, après avoir assisté à un concert de Michael Jackson, elle comprend qu'il est temps pour elle de passer à l'étape suivante de sa carrière, conquérir le marché anglophone. Sur le marché francophone, elle a déjà atteint le sommet. Elle décide de préparer la suite et commence à prendre des cours d'anglais. René, son mari et manager, négocie avec Sony pour obtenir le budget nécessaire à la production d'un album en anglais. Mais la maison de disques n'est pas enthousiaste à l'idée de voir une artiste francophone tenter de conquérir un nouveau marché. Céline parle à peine anglais et elle doit faire face au scepticisme des professionnels qui ont vu de nombreux chanteurs disparaître sans réussir à franchir la barrière de la langue. Mais le talent de Céline fait vite disparaître leurs doutes. David Foster, producteur récompensé 16 fois aux Grammy Awards, déclare sa première rencontre avec elle comme un moment magique. Un instant extraordinaire pendant lequel il ne voyait plus personne autour de lui, où il n'entendait plus que sa voix. David pense qu'un talent comme celui de Céline n'apparaît qu'une fois par génération. Il est convaincu qu'elle deviendra une superstar. On voit enfin son potentiel et on l'invite à interpréter la chanson thème du film La Belle et la Bête. Céline chante en duo avec Peabo Bryson. Le film connaît un immense succès, avec plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office, et offre à Céline la reconnaissance populaire américaine qu'elle attendait tant. La chanson remporte un Oscar ainsi qu'un Golden Globe, et l'album The Color of My Love, sorti en 1993, reste numéro 1 du classement Billboard pendant plusieurs semaines, et connaît un succès phénoménal, avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Le succès de Céline à cette époque ne se limite d'ailleurs pas à un seul album. Le titre The Power of Love reste 4 semaines consécutives numéro 1 du Billboard Hot 100 et grave définitivement son nom dans le cœur du public américain. L'année suivante, Think Twice, sorti au Royaume-Uni, reste 5 semaines consécutives numéro 1 du classement des singles britanniques, égalant ainsi un record historique détenu par les Beatles. En 1996, Céline sort son 3e album studio en anglais, Falling Into You. L'album dépasse les 32 millions d'exemplaires vendus et remporte 2 récompenses majeures aux Grammy Awards de 1997. L'album de l'année est le meilleur album pop. Parmi les titres de l'album, Because You Loved Me reste numéro 1 pendant 19 semaines consécutives dans le classement Adult Contemporary de Billboard, établissant un record encore inégalé aujourd'hui. La même année, elle monte sur scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996. Elle interprète The Power of the Dream devant des milliards de téléspectateurs à travers le monde, confirmant encore davantage son statut international. En 1997, son album Let's Talk About Love se vend lui aussi à plus de 30 millions d'exemplaires. Elle devient alors la première artiste féminine à posséder 2 albums ayant dépassé les 30 millions de ventes. Sur ce disque, elle chante en duo avec Barbra Streisand, considérée comme l'une des plus grandes divas de son époque, sur la chanson Tell Him. Elle enregistre également I Hate You, Then
I Love You avec le légendaire ténor Luciano Pavarotti, créant l'événement avec des collaborations qui dépassent les frontières des genres musicaux. Mais l'incroyable série de succès de Céline Dion ne s'arrête pas là. Même après avoir conquis le marché anglophone, elle n'oublie jamais ses fans francophones qui la soutiennent depuis ses débuts. À partir de 1990, elle mène simultanément 3 carrières gigantesques, sa carrière anglaise, sa carrière française et ses tournées mondiales. Un rythme de travail monumental que peu d'artistes pourraient seulement envisager. Pour chaque tournée, elle prépare 3 répertoires complets de 2 heures, un en anglais, un en français et un mélangeant les 2 langues. Céline est une bête de scène, une véritable artiste hors norme. En comptant ses albums studio, ses albums live et ses compilations, on obtient un total de 49 albums et 150 singles, avec des ventes dépassant les 260 millions d'exemplaires dans le monde. Mais il existe une chanson qui représente le sommet absolu de sa carrière. My Heart Will Go On, du film Titanic. Ce titre qui la propulse au rang de légende mondiale cache pourtant une histoire surprenante. James Cameron, le réalisateur de Titanic, n'adhère pas à l'idée d'intégrer une chanson pop dans son film. Il craint que cela rende le film trop commercial. Mais James Horner, le compositeur du film, n'est pas du tout du même avis. Il compose secrètement la chanson sans prévenir le réalisateur, puis demande à Céline Dion de l'interpréter. Derrière cette démarche se cache aussi une raison personnelle. James Horner regrette d'avoir écarté Céline Dion du film Fievel au Far West en 1991, car elle n'était pas encore assez connue. Lorsqu'elle entend la chanson pour la première fois, Céline refuse immédiatement. That I wanted to return Titanic. I didn't want to sing My Heart Will Go On. Mais René Angelil, son mari et partenaire commercial infatigable, la convainc en lui disant qu'ils n'ont rien à perdre et que ça ne coûte rien d'enregistrer une démo. Céline entre en studio sans grande conviction et termine l'enregistrement en une seule prise. En écoutant cette première version, James Cameron est bouleversé par la puissance de sa voix. Il accepte enfin d'intégrer la chanson au film. Le résultat est remarquable. La chanson atteint la première place du Billboard Hot 100, remporte 4 Grammy Awards ainsi que l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson originale. À lui seul, le titre contribue à vendre plus de 60 millions d'exemplaires de l'album. Ce morceau que Céline avait refusé fait d'elle une légende éternelle. Et les collaborations de Céline ne se limitent pas aux bandes originales hollywoodiennes. En 1998, elle enregistre avec le célèbre ténor Andrea Bocelli The Prayer, la chanson du film d'animation Excalibur, l'épée magique. Au départ, Céline l'interprète en anglais et Bocelli en italien, dans 2 versions solo différentes. Mais l'année suivante, leur version en duo sort officiellement et devient une œuvre majeure à la croisée de la pop et de l'opéra. Elle remporte le Golden Globe de la meilleure chanson originale en 1999, puis le Grammy Award de la meilleure collaboration pop en 2000. En 2003, Céline se produit au Caesars Palace de Las Vegas. Avec les résidences A New Day, puis Céline, elle réalise au total 681 millions de dollars de recettes en 16 ans. Elle est considérée comme l'artiste la plus rentable de l'histoire après Elvis Presley. En 2013, alors qu'elle poursuit cette résidence spectaculaire, elle sort l'album studio Loved Me Back to Life. Elle y chante Incredible avec la star R&B Ne-Yo et Overjoyed avec le légendaire musicien Stevie Wonder, poursuivant ainsi ses collaborations qui traversent les générations. Le monde ne semble plus avoir aucun défi à offrir à une artiste ayant atteint un tel niveau de succès. Mais derrière les paillettes, Céline mène un tout autre combat. Quitter la scène. En 1999, une terrible nouvelle tombe. René, l'âme sœur et le mari de Céline, est diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Alors qu'elle est au sommet du monde, Céline pose son micro sans la moindre hésitation. Pendant 2 ans, elle arrête toutes ses activités et veille son mari nuit après nuit dans les couloirs froids de l'hôpital. Lorsque René est enfin déclaré guéri, les 2 amoureux se renouvellent leur vœu de mariage à Las Vegas pour célébrer leur amour et leur lutte acharnée. C'est une cérémonie remplie de larmes et de bonheur, organisée sur le thème luxueux et mystérieux des 1001 nuits, un univers que René adore. Comme si le ciel lui-même était touché par cet amour si puissant, leur premier fils, René Charles, naît en 2001. Et après plusieurs fausses couches douloureuses et 6 tentatives de fécondation in vitro, leurs jumeaux Nelson et Eddie arrivent miraculeusement au monde le 23 octobre 2010. Les 2 enfants naissent à seulement 1 minute d'écart, à 11h11 et 11h12, offrant à toute la famille le plus grand des bonheurs. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. En décembre 2013, peu après une opération pour retirer une tumeur à la gorge, le cancer de René récidive. En 2014, Céline quitte une nouvelle fois la scène. Elle reporte même ses concerts de Las Vegas, qui représentent des dizaines de millions de dollars, et annule entièrement sa tournée asiatique, attendue par ses fans du monde entier. Pendant la maladie, le couple partage tous les jours des conversations remplies de larmes. Pour Céline, qui a rencontré René à l'âge de 12 ans et qui n'a toujours eu Dieu que pour lui, René est son seul véritable amour, l'homme qui guide sa carrière, le chef d'orchestre de son existence. Sentant que la fin approche, il demande une dernière faveur à son épouse.
Au dernier moment de ma vie, je ne veux fermer les yeux qu'entre tes bras. Céline serre sa main très fort et lui promet en pleurant qu'elle tiendra cette promesse. Le 14 janvier 2016, 2 jours avant son 74e anniversaire, René Angélil s'éteint. Après la disparition de son mari, les nuits seules dans leur maison deviennent pour Céline une peur immense et insupportable. Elle commande un très grand lit et ce n'est qu'en allongeant ses 2 jeunes fils à ses côtés qu'elle parvient à trouver le sommeil. Pour que ses enfants ne ressentent pas trop l'absence de leur père, elle met en place un petit rituel quotidien. Ils se réunissent devant la photo de René et lui disent bonne nuit. Les enfants écrivent les mots qu'ils veulent transmettre à leur père sur des lettres qu'ils glissent dans des ballons avant de les laisser s'envoler très haut dans le ciel. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. 2 jours après la mort de son mari, le frère de Céline, Daniel, meurt lui aussi d'un cancer, ajoutant une nouvelle épreuve cruelle à cette période déjà douloureuse. The show must go on. Après la disparition de ces 2 personnes qu'elle chérissait, Céline sombre dans un immense chagrin et pense qu'elle ne pourra pas s'en relever. De son vivant, René craignait toujours que la carrière de son épouse ne s'effondre. Alors, avant de rendre son dernier souffle, il lui laisse ces mots comme un dernier testament. « Ne t'inquiète pas pour moi quand je serai parti. Le show doit continuer. The show must go on. » Quelques mois seulement après la disparition de son mari, en mai 2016, Céline monte sur la scène des Billboard Music Awards. Elle interprète avec une intensité bouleversante le chef-d'œuvre de Queen cité par son défunt mari, The show must go on, comme si elle y mettait toute son âme. Lorsque la chanson se termine, quelqu'un la rejoint sur scène. C'est son fils aîné, René Charles. En recevant le trophée du Billboard Icon Award des mains de son fils, Céline laisse couler les larmes qu'elle retenait et lève les yeux vers le ciel en disant « René, this one's for you. The show must go on. » Pour respecter la dernière volonté de son mari, Céline doit retourner devant son public. Et ce qui la sort de son désespoir, ce n'est pas la musique, mais la mode. Après avoir retiré ses vêtements de deuil, son apparence change complètement. Son style est plus flamboyant que jamais. Dior, Chanel, Hermès, Céline, elle multiplie les apparitions spectaculaires. Avec une cape de couture Ralph et Russo, elle associe un sac blanc à fermoir. Et avec une tenue Gucci, elle ose un sac rouge vif Lady Dior. Son regard sur la mode n'a jamais été aussi affirmé. Quand elle participe à la célèbre émission américaine Carpool Karaoke, l'animateur lui demande combien de paires de chaussures elle possède. Céline répond « J'ai un entrepôt séparé, je n'ai jamais vraiment compté, mais je dirais qu'il y en a entre 3000 et 5000. » Une révélation qui surprend tout le monde. Et durant l'été 2016, l'année même où elle perd son mari, Céline rencontre un partenaire déterminant. Un génie de la mode connu notamment pour être le styliste de Zendaya, Lowe Roach. And she was grieving the death of her husband and she needed something and the clothes became that something. À cette époque, Lowe Roach, encore nouveau dans le milieu, ne connaissait même pas vraiment la légende qu'était Céline Dion. Avec cette nouvelle équipe au style jeune, Céline abandonne les vêtements noirs qui rappellent le deuil. Ses stylistes l'habillent en haute couture, dans un style plus audacieux et plus provoquant. En juillet 2016, lors de la Fashion Week de Paris, Céline apparaît dans les rues avec un immense sweat oversize de la marque Vêtements, portant l'affiche de Titanic, le film lié à sa chanson la plus célèbre et à ses souvenirs avec son mari. Le monde de la mode est chamboulé. La diva qui semblait brisée par le chagrin vient de renaître en véritable icône de la mode. Céline confie « Pour moi qui étais en train de mourir de tristesse, la mode extravagante et audacieuse a été une guérison, une porte de sortie qui m'a permis de respirer à nouveau. Mais même pendant cette période, Céline respecte toujours la règle qu'elle s'est imposée, de ne jamais accepter de vêtements gratuits et de tout acheter avec son propre argent. J'ai toujours acheté moi-même tous mes vêtements et mes bijoux. Je ne voulais pas les emprunter aux marques. C'est une forme de respect envers les artistes. Comme les spectateurs payent volontiers pour venir écouter ma musique, je pense qu'il est normal que moi aussi, je paye pour acheter les créations dans lesquelles les designers mettent toute leur âme. » Séduite par son assurance et son charisme, la marque mondiale de beauté L'Oréal l'a choisie en 2019, à l'âge de 51 ans, comme ambassadrice internationale. Elle devient alors l'une des icônes de mode les plus appréciées par la génération Y. Chaque apparition de Céline, installée au premier rang des défilés, devient un événement médiatique. Lors de la Fashion Week de Paris en 2019, elle apparaît aux côtés du danseur espagnol Pepe Munoz, de 16 ans son cadet, et enflamme les tabloïds du monde entier. Céline explique « Pepe est gay, c'est simplement mon meilleur ami. » Elle met ainsi fin avec humour aux rumeurs de romance. Mais l'attention du public ne se concentre pas que sur cette histoire d'amour supposée. Les photos de Céline avec Pepe, sur lesquelles elle apparaît particulièrement amaigrie, se répandent vite. Des spéculations malvenues sur une éventuelle anorexie commencent alors à envahir les réseaux sociaux. Elle est trop maigre, elle a l'air fragile, les commentaires se multiplient. Mais Céline refuse de rester silencieuse et répond « Je ne suis pas anorexique. Le fait que je suis mince semble déranger les gens, mais j'ai toujours été mince. » Elle explique que toute sa famille possède naturellement une silhouette fine et que ce physique vient de sa génétique. Tout le monde ignore encore la raison derrière cette silhouette amaigrie. Elle n'est peut-être pas liée à un régime ou à la génétique, mais au signe d'une maladie qui commence déjà à se développer dans son corps. Un cruel secret. Derrière cette renaissance spectaculaire se cache une triste vérité, inimaginable pour le monde entier. Dans le documentaire Je suis Céline Dion, sorti en 2024, Céline fait un aveu qui choque des millions de personnes. When I try to breathe, it's what's in front of my lungs that's so rigid because of stiff person syndrome. It's like I know you. That's what happens. Dès 2007, son corps commence à montrer des signes de faiblesse, alors qu'elle est au sommet de sa carrière.
C'était une sensation un peu étrange, comme de très légers spasmes. Ma voix a soudain commencé à me faire défaut, et pour réussir à chanter, je poussais mon corps toujours un peu plus loin, jusqu'à ses limites. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, sa tournée mondiale de 18 mois affichait déjà complet. Par fierté d'être la reine de la pop et devant ses millions de fans qui ne regardent qu'elle, Céline est incapable d'avouer qu'elle souffre. Elle ne peut pas non plus demander au public de comprendre ses spasmes. Elle ne voit qu'une solution, jouer le tout pour le tout en cachant la vérité. Elle baisse alors les tonalités de ses chansons. Et lorsqu'une fausse note survient, elle fait semblant que le problème vient du micro pour continuer le spectacle. Mais lorsque son corps atteint ses limites, elle commence à prendre des médicaments dangereux. Pour éviter une crise devant son public, elle commence à prendre avant ses concerts un puissant sédatif appelé Valium. Une situation extrêmement dangereuse où elle aurait pu perdre la vie sur scène. La maladie qu'elle cache pendant 17 ans, tout en souffrant en silence sur scène, porte un nom, le syndrome de la personne raide. Cette maladie rare, auto-immune, qui touche seulement 1 à 2 personnes sur 1 million, fait disparaître certaines substances chimiques du cerveau qui contrôlent les muscles et l'anxiété. Le corps entier finit par se raidir comme de la pierre. Un simple stimulus visuel, un bruit fort, ou même l'excitation et la joie ressenties sur scène peuvent provoquer des spasmes incontrôlables. Après son concert dans le New Jersey le 8 mars 2020, Céline disparaît complètement de la scène. Puis, en décembre 2022, elle révèle enfin le nom de sa maladie au monde entier dans une vidéo Instagram bouleversante. Recently, I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome. Le documentaire sur sa vie capture une scène terrible que personne n'aurait jamais imaginée. Après avoir terminé l'enregistrement de la chanson du film Love Again, un peu, beaucoup passionnément, Céline, surexcitée, subit soudainement une crise pendant sa séance de physiothérapie qui suit. La paralysie commence par ses orteils et se propage à son visage, puis à tout son corps. Incapable de bouger le moindre doigt, elle ne peut laisser échapper que des gémissements de douleur. La crise dure pendant 40 interminables minutes. La thérapeute lui administre un spray nasal et les membres de l'équipe, pris de panique, se demandent s'il faut appeler une ambulance. La réalisatrice du documentaire, Erin Taylor, passe toute une nuit à réfléchir à la possibilité de supprimer cette scène. Mais celle qui insiste pour qu'elle soit conservée, c'est Céline elle-même. Ne coupez pas cette scène, parce que c'est exactement ce que je vis. Ce jour-là, devant les caméras, alors qu'elle vivait un moment des plus joyeux, son corps s'est effondré de la manière la plus cruelle qui soit. C'est cette réalité qu'elle veut montrer au monde. Mais face à ce destin cruel, Céline peut compter sur sa famille. Ses jumeaux, Nelson et Eddie, qui ont perdu leur père René et qui n'ont alors que 13 ans, se tiennent aux côtés de la kinésithérapeute de leur mère. Lorsque les crises commencent, ils apprennent eux-mêmes comment la porter correctement et comment l'aider à respirer pour éviter qu'elle ne suffoque. À l'âge où ils devraient faire leurs devoirs ou profiter de leur temps libre, les 2 garçons se retrouvent à devoir apprendre où se trouve le bouton d'urgence de la maison et répètent encore et encore comment réagir en cas de crise. Céline décrit ainsi ce combat douloureux. Je n'ai que 2 choix, m'entraîner comme une athlète et me battre de toutes mes forces, ou baisser les bras et laisser ma vie se terminer. J'ai choisi de me battre avec tout mon corps et toute mon âme. Elle n'attend pas un miracle qui arriverait du jour au lendemain. Chaque matin, elle plie et déplie ses pieds qui se raidissent de plus en plus. Et chaque jour, elle étire autant qu'elle peut ses mollets durs comme de la pierre. Tous les jours, elle réentraîne sa voix qui s'affaiblit peu à peu. Ces entraînements intensifs, c'est sa façon à elle de combattre son désespoir. Bien sûr, ça a été dur pour elle. Au début, chaque soir, elle se demandait « Pourquoi moi ? Comment ai-je pu en arriver là ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Est-ce que tout est de ma faute ?» Mais au lieu de chercher une réponse à ces questions sans fin, Céline arrête de se les poser. Elle resserre les lacets de ses chaussures d'entraînement et accepte de devoir apprendre à vivre avec cette maladie. Elle explique aussi que beaucoup d'autres patients atteints du syndrome de la personne raide n'ont pas la possibilité de recevoir les mêmes soins qu'elle. Le fait d'avoir les moyens financiers et les conditions nécessaires pour combattre cette maladie est pour elle un cadeau du ciel. La force qui lui permet de surmonter cette tragédie, comme celle qui l'a menée vers le succès, ne vient pas d'un miracle d'une fois. Elle vient d'une routine silencieuse et exemplaire, celle de patienter, de persévérer et de répéter chaque jour, sans jamais abandonner. I'm working hard every day. Retour sur scène. En février 2024, lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards, une femme s'avance sur scène. C'est la première apparition publique de Céline Dion depuis qu'elle a révélé sa maladie au monde. Au moment où elle remet le prix de l'album de l'année à Taylor Swift, les plus grands artistes du monde se lèvent pour lui offrir une ovation, entre larmes et émotions. Thank you all. I love you right back. Et durant l'été de la même année, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Céline offre une nouvelle fois un véritable miracle au monde entier. Sous une pluie battante, debout, sur la Tour Eiffel, elle interprète l'hymne à l'amour de la légendaire Edith Piaf. En entendant de nouveau cette voix bouleversante, après plusieurs années de lutte contre cette terrible maladie rare, le monde entier retient son souffle. Peu avant les Jeux Olympiques, au cours d'une interview, une journaliste, pensant aux conséquences de sa maladie sur sa voix, lui demande ce que cette maladie rare lui a volé. En regardant droit dans la caméra, Céline répond simplement It didn't take anything away from me. I'm going to go back on stage. Even if I have to crawl, I will.
Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Le 30 mars 2026, jour de son 58e anniversaire, dans une vidéo publiée sur Instagram, elle annonce, d'une voix plus forte et plus assurée, qu'elle est enfin prête à revenir chanter sur scène. Lorsque son grand concert de retour, prévu à Paris la Défense Arena, est officiellement annoncé, la tour Eiffel s'illumine entièrement de violet dès le soir même. Une phrase apparaît en grand sur la tour. « Paris, je suis prête ». La réaction est immédiate. Des fans du monde entier se ruent sur la billetterie et les places s'arrachent en quelques instants. Face à cette demande exceptionnelle, de nouvelles dates sont ajoutées et la tournée est prolongée jusqu'au printemps 2027. Pour ce grand retour, Céline interprétera ses plus grands succès, mais aussi Dansons, une toute nouvelle chanson originale en français, écrite par le légendaire Jean-Jacques Goldman, 10 ans après leur dernière collaboration, et qu'elle chantera pour la première fois en public. La petite fille de 12 ans qui chantait avec ses frères et sœurs fait désormais chanter le monde entier. La pauvreté, l'amour, le deuil, puis un corps qui finit par la trahir. La vie de Céline Dion n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et à chaque fois qu'elle quitte la scène, c'est pour mieux y remonter, comme elle l'avait promis à son public. En septembre 2026, les nuits de Paris résonneront de nouveau de sa voix. Les derniers mots de son mari, « The show must go on ». Elle continue de les faire vivre et continuera encore jusqu'au bout. Une vidéo de Bouquin Malin. From being a perfect guy